j'ai démarré l'enregistrement et je vais donc poser la première question pour le compte de Chantal G, qui ne peut pas participer ce soir et qui a posé la question suivante. Depuis une dizaine de jours environ, la nuit, j'ai au niveau des jambes une brûlure intense à l'intérieur. J'en ai parlé autour de moi, en particulier à une dame qui fait des soins. Elle m'a confirmé qu'elle avait eu de nombreux appels au sujet de ce même phénomène. Est-ce que l'escadrille pourrait m'éclairer à ce sujet? D'où viennent ces désagréments? De plans amicaux ou bien sommes-nous sujets à des manipulations de la part de ceux qui ne voudraient pas nous voir évoluer? Car pour moi-même, cela m'a provoqué beaucoup d'énervement. Je remercie d'avance Anna pour sa canalisation ainsi que tous les membres de l'escadrille. Alors, effectivement, depuis quelque temps, pas mal de personnes, je pense sensibles, très sensibles, se plaignent de divers maux physiques et gènes. Il semblerait que ce soit dû à cette fameuse vague systémique que l'on nous annonçait, c'est-à-dire un bombardement d'ondes, on va dire, venues certainement du cosmos, et qui sont en train d'accompagner la transformation de notre monde. Et les gens les plus sensibles le ressentent et arrivent à le somatiser physiquement. Je pense que la réponse est là. Mais je crois, Claude, qu'on en avait déjà parlé quelque part ou reçu un message. Oui, tout à fait. C'est dans les questions que nous avons débattues avec les veilleurs, ça figure d'ailleurs dans Eurobatan, où en effet les veilleurs disaient que la vague systémique était à l'origine de ces désagréments et qu'ils avaient répondu d'ailleurs dans l'ouvrage que l'augmentation de son niveau entraînerait des troubles physiques. Et ils avaient précisé que cette vague était déjà en cours et irait en augmentant. Donc attendez-vous à ce genre de petits désagréments. C'est pas grave si vous savez que de toute façon ça va dans le bon sens. Donc ne vous inquiétez pas de trop. Je te redonne la parole, Anna. Oui, ça demande de notre part en fait de nous ajuster à la nouvelle vibration. C'est un petit peu comme la résonance Schumann de la planète. Elle a énormément augmenté ces derniers temps. Et encore une fois, les sujets les plus sensibles le ressentent et le somatisent. Mais on peut s'adapter. On peut s'adapter et dépasser le malaise physique. Il ne faut pas trop s'inquiéter. C'est un petit peu comme si on était soumis à un changement de gravitation. Vous savez, quand on va dans un manège et qu'on est soumis à une certaine rotation, il y a des effets physiques qu'au bout d'un moment, on s'habitue. J'espère que j'ai répondu. Ah, je pense que oui. Hein. Nous avons qui après? Armel? C'est Armel ou Caroline? C'est Armel. Moi, j'ai Armel en un. Ouais. Caroline a vu la main en premier. C'est Caroline. Bon, bah Caroline alors. C'est Caroline. Alors Caroline. On va pas se battre. Hein. Peu importe. Il n'y a aucun problème. Oui, moi j'avais une question pour l'escadrille qui est assez générale, même si ça n'a pas forcément de lien avec le livre. Je voudrais savoir ce qu'on peut faire pour sortir de la peur. Et quand je parle de la peur, c'est de la peur en général. La peur qui domine le monde actuellement et que plein de gens ressentent et qui se ressent, on le sent. Ça veut dire que les gens ont peur de ce qui va arriver, de ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette émotion négative qui ne peut créer que des choses négatives? Il est très difficile de sortir effectivement de la peur parce que c'est un conditionnement en fait qu'on nous propose, qu'on nous impose probablement, et nous sommes très réceptifs à la peur. Ça vient du fonctionnement des deux hémisphères de notre cerveau et d'une particularité de notre constitution qui fait que une partie de nous retient absolument tout, note tout, entend tout, et a une sorte de réservoir comme ça, où en fonction de ce qui nous entoure, en fonction de ce que l'on entend, des nouvelles, il y a une énergie qui est puisée et qui va s'exprimer par la peur. Alors, la peur, déjà, il faut essayer de comprendre nos peurs. J'ai écrit un article sur la peur. Je peux l'envoyer à ceux qui le demandent, d'ailleurs, si vous me le demandez par
par mail, je vous enverrai cet article, et vous verrez qu'il y a des mécanismes dans notre cerveau assez complexes. Et les peurs sont aussi par niveau, c'est-à-dire que ça va commencer simplement par l'angoisse, la phobie, et après ça devient de plus en plus puissant et de plus en plus ancré en nous. Mais il y a des moyens d'en sortir, bien sûr. C'est déjà de comprendre qu'est-ce qui provoque la peur, qu'est-ce qui en nous réagit par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est la peur, par exemple, de l'abandon, c'est la peur du manque? Il faut déjà distinguer notre peur. Et vous verrez qu'il y a tout un travail à faire qui peut nous aider à en sortir. Alors bien sûr, dans ce travail, on va noter les visualisations positives et le fait que quand on sent une peur arriver en nous, parce qu'on la sent venir tout de même, hein, on sent que ça va nettement moins bien, on peut se nourrir de quelque chose de positif. Alors que ce soit lecture, que ce soit musique, que ce soit un film, une sortie, tout ce que vous voulez, il y a des antidotes à la peur pour retrouver notre calme. Et c'est vrai qu'à l'époque actuelle, avec tout ce qu'on entend, il y a un vrai travail à faire. Donc, encore une fois, si vous voulez un peu plus de détails, parce qu'encore une fois, les mécanismes de la peur sont complexes au niveau de notre cerveau physique et de notre être émotionnel, je vous enverrai un document qui serait trop long de détailler ici ce soir. Voilà. Est-ce que j'ai répondu, Caroline? Oui. Je ne parlais pas vraiment des peurs personnelles, je parlais de la peur globale, la peur générale. Oui, voilà. Alors, la peur générale, intéressant. Oui. Je vais donner une petite distinction, c'est qu'on vit tout de même une fin de cycle, on vit un moment exceptionnel. Rappelez-vous, on en avait parlé au début, c'est la fin d'un très grand cycle, très long, qui s'appelle le Manvantara, donc qui est cité dans les textes indiens. C'est la fin d'un Kali Yuga, c'est la fin de l'âge noir, c'est le début de l'entrée dans l'ère du Verseau. Il y a la concordance, si vous voulez, de plusieurs paramètres qui font qu'on vit un moment exceptionnel. Et un moment, il faut le reconnaître, extrêmement critique, extrêmement dangereux, parce que si vous vous en souvenez, il y a la possibilité de s'orienter sur une voie temporelle ou sur une autre. Et c'est maintenant, c'est maintenant. On est déjà dedans. Et par rapport à ça, il est normal, effectivement, qu'on s'inquiète. Quelle est la trajectoire que notre monde, que notre civilisation va prendre? C'est la grande interrogation. Bon, la seule réponse possible, encore une fois, c'est rester positif, envisager le meilleur futur possible, envisager que beaucoup de conscience sur notre planète pensent que cette planète pourrait être un paradis, pourrait être un lieu très agréable à vivre et agissent dans ce sens. Pour le moment, je pense honnêtement, c'est aussi ce que me dit l'escadrille, à part visualiser positivement, garder la confiance, avoir une action positive au quotidien, ne pas se laisser gagner par la colère, par la peur, par l'agressivité, mais rester bienveillant, rester charitable. Ce sont nos armes. Et elles sont puissantes, beaucoup plus puissantes qu'on l'imagine. Caroline, est-ce que tu penses que je te réponds? Oui, merci Anna. Très bien, merci beaucoup. Armel, c'est la même idée? Bonjour à tous. J'ai une question par rapport au vaccin du Covid. J'ai entendu un médecin scientifique dire que les personnes qui ont été vaccinées sont des OGM. Les injectés sont des OGM. Ma question, est-ce que leur ADN est vraiment modifié? Et si c'est le cas, quelles leçons ils doivent en tirer? Et est-ce que ça se répercute sur le chemin d'évolution? Bon, je suis très interrogative par rapport à ça, qui nous a touchés vraiment. Alors, je vais dire déjà que toutes les expériences que nous vivons, c'est ce qu'on nous dit là, toutes les expériences que nous vivons font partie de notre chemin d'évolution, quelle qu'elle soit. Bon, maintenant, la grande question de l'ADN, c'est vrai qu'on a été mis en garde, déjà notamment par les veilleurs, on parle là d'autre chose, d'Opatam. Les veilleurs nous avaient déjà interpellés sur ce phénomène de l'ADN en disant que l'humanité n'était pas encore assez avancée dans ses recherches pour se permettre de manipuler l'ADN. Bon, maintenant, savoir si ces vaccins ont réellement modifié l'ADN, on ne me répond pas à ce niveau-là. Je crois d'ailleurs que c'est volontaire parce qu'il m'a déjà été dit que dans ces domaines, ils ne veulent pas créer les pour et les contre. Chacun
est libre de son ressenti et de son opinion. Moi, je pense que notre ADN peut être protégé. C'est tout de même quelque chose que le cosmique, le spirituel gère, que les créateurs de la rage, et les concepteurs, que ce soit les dieux uniques, les dieux multiples, donc peu importe l'image qu'on en a, protègent beaucoup. On va bénéficier de protection. Encore une fois, il faut rester confiant. Et puis, il y a aujourd'hui des moyens d'évacuer certains composants, certains produits qui pourraient être toxiques et nocifs. Donc ça, c'est pareil, si en dehors vous voulez des renseignements, je pourrais vous en donner, mais nous avons des outils. Donc il ne faut pas se laisser gagner, encore une fois, par la peur et l'inquiétude. Ça peut augmenter aussi la prise de certaines substances sur le corps. Vous savez que l'angoisse nous fait générer des substances aussi, et qui parfois favorise l'intoxication par des substances extérieures et difficiles. Il y a un travail qu'on peut faire même en yoga, hein. Pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés ou qui pratiquent, il y a des techniques aussi de concentration qui peuvent permettre d'évacuer les poisons. J'ai lu dernièrement un livre que l'on m'a prêté assez extraordinaire, d'une expérience vécue par un lama tibétain qui avait été fait prisonnier par les Chinois, gravement torturé et qui avait donc une pathologie qui était liée à cet événement. Et il explique tout au long de ce livre comment il a pu se débarrasser complètement de la pathologie et de tous les dégâts corporels qui étaient réels, puisqu'ils avaient été constatés par des médecins américains, qui ne lui donnaient pas beaucoup de chances de guérison, à part l'amputation, puisqu'il s'agissait d'un membre, d'un pied, au niveau de la jambe du pied. Donc, il y a des techniques qui peuvent nous aider. Encore une fois, il faut rester confiant. Tout ce que je peux vous dire concernant l'ADN. Merci Anna. C'est Ariel, c'est ça? Ou Michel? Je ne sais pas qui est le premier. Marielle. C'est Marielle. Oui, Marielle, c'est moi. Oui, bonsoir Anna, bonsoir tout le monde. Je voulais savoir que pensaient-ils nos amis du monde invisible du canon de Pachelbel et de la vibration de 432 Hz, puisqu'il y a dernièrement, on m'a communiqué par là-haut ces deux vibrations et pour me dire que c'était pour un mieux-être et que ce soit l'homme ou les animaux ou les plantes avaient le bénéfice en les écoutant de favoriser véritablement un soin en profondeur. Donc je voulais savoir ce que eux ils en pensaient et peut-être que ça peut être également une réponse face à nos peurs existentielles ou peurs que l'on peut ressentir, puisque j'ai traversé également cette partie-là dernièrement, pas très agréable. Voilà. Alors on me dit qu'en fait, nous avons tous une vibration avec laquelle on va être en résonance optimale. Alors je ne sais pas si j'ai bien entendu, est-ce que tu as évoqué le canon de Pachelbel, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Donc une pièce musicale, et ensuite la vibration de 432 Hz. Oui. Alors tout le monde ne va pas être réceptif et en résonance avec les mêmes longueurs d'onde et les mêmes vibrations, puisque ça va dépendre de notre niveau personnel, de nos octaves personnelles, de nos corps subtils. Je pense que c'est à chacun d'entre nous, moi c'est ce qu'on me dit, de rechercher, même parmi les choses qui émotionnent, qui nous plaisent, à quel type de vibration on va être sensible. Il y a actuellement des soins par la flûte tibétaine, par les bols chanteurs, par différents supports. J'ai moi-même expérimenté des choses avec un chaman amazonien qui nous faisait concevoir des crécelles magiques. Vous savez ce qu'on appelle les shonganas, c'est ce qu'on agite comme ça pour les cérémonies, où on nous donne la calebasse vide et c'est à chacun d'entre nous de mettre dedans des grains de riz, des petites pierres, des petits cristaux, jusqu'à obtenir le son qui va en fait nous faire sortir du corps. Alors c'est très très intéressant parce que c'est totalement réel.
moi je l'ai expérimenté, c'est-à-dire que j'ai construit ma calebasse selon les indications que l'on me donnait, et à un moment donné, il y a eu un son qui a vraiment résonné, et par la suite, dans certaines expériences, je me suis aperçue de la puissance de ce son. Donc, alors, on va dire que oui, il y a des longueurs d'onde qui peuvent guérir, améliorer, nous sortir de certains états. C'est pas forcément celles qui sont indiquées par le net. Elles vont être en résonance avec certaines personnes, peut-être moins avec d'autres. Ça sera encore une fois à chacun d'entre nous de faire cette recherche et par contre savoir que ça existe et que ça vaut certainement le coup de faire la recherche et de trouver la note, la résonance qui est la nôtre. D'ailleurs, les anciens disaient « As-tu trouvé ta note ?» Alors la note va nous relier aussi aux rayons. Les rayons de couleur, vous savez, les fameux 7 rayons, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, encore un travail personnel. C'est beaucoup du travail personnel. C'est ce que j'ai fait. Oui, c'est très intéressant parce que le fait que ce soit sous l'angle d'une résonance par rapport à une personne, je n'y avais pas pensé. Et effectivement, ça donne encore plus d'ouverture vers les possibilités que chacun trouve sa réponse, quoi. Michel, n'oubliez pas d'enlever les mains si vous avez des questions. Parce que là, j'ai 4 mains. Michel, c'est ça? Oui. Je ne sais pas. Je crois que c'est à moi, mais bon, si c'est pas grave, je peux attendre. Non, mais vas-y, Michel, vas-y. Je voudrais réagir sur les deux, sur l'ADN et sur la musique. L'ADN, j'ai lu que normalement nous étions constitués de 12 brins d'ADN et qu'aujourd'hui nous n'avons que 2 actifs. La question est de savoir, c'est qu'au fur et à mesure de notre évolution, puisqu'on est entre, je dirais, 3e, 4e, 5e, est-ce que à chaque fois qu'on va franchir un palier, est-ce qu'on a des brins qui vont être libérés? Ça, c'est ma première question. Tout à fait, Michel. Tout à fait, tu as tout à fait raison. D'ailleurs, on a même noté, les scientifiques ont noté que dans les enfants qui étaient nés très récemment, ils auraient déjà 3 brins d'ADN d'activés. Donc, au fur et à mesure de notre évolution, dans l'ADN sont contenues un peu les mémoires cosmiques. Les mémoires qu'on va peut-être retrouver au niveau des annales akashiques. Et à chaque fois que nous évoluons, à chaque fois que notre conscience s'amplifie, il y a des brins qui se libèrent. Donc imaginez ce que ça pourra donner le jour où les 12 brins seront actifs. Hein. Donc je pense que ce sera intéressant comme état. Mais tu as tout à fait raison, oui, ils sont en train de s'activer. On va dire que le meilleur terme, c'est de s'activer. Merci. Oui, c'est ce que j'avais à peu près lu, mais bon, je pense que quand on en aura 12, ça sera Nirvana, mais bon, on n'en est pas là. Alors, je voudrais rebondir sur la musique. Effectivement, moi j'écoute, je sélectionne au moins pour les musiques de méditation du 432 Hz. Parce qu'il y a quelques années, je suis tombé sur un article, alors je ne l'ai pas gardé, c'est dommage parce que ça pourrait être intéressant, qui disait que cette fréquence-là, c'est vraiment la fréquence. Alors, effectivement, Anna a raison, il faut peut-être trouver la sienne, mais moi je me polarise sur le 432 parce que c'est un peu la musique, je vais dire entre guillemets, des anges, de pouvoir évoluer, surtout dans la méditation. Et si je me souviens bien, à l'époque, l'article disait que Hitler, quand il faisait ses discours, utilisait la fréquence de 434 Hz, qui est tout près du 432, mais avec le décalage, ça permettait de manipuler les gens, puisqu'ils étaient quand même endoctrinés dans le fascisme, il faut le dire. Donc il y a d'autres fréquences, j'utilise le 369, tout ce qui est 9, le 3. Il faudrait que je puisse retrouver sur Internet, retrouver cet article. Et ça permet effectivement, il y a beaucoup de musique, on ne connaît pas les fréquences. Il y a beaucoup de musique aussi de méditation où il n'y a pas les fréquences et qui sont dites satanistes.
Donc il faut faire attention à ça. Oui. J'essaierai de retrouver l'article, mais... Oui, ça serait intéressant, Michel. Il y a effectivement voilà, des musiques qui déstructurent. Et dans ce que tu évoquais concernant le personnage d'Hitler, j'ai eu, moi, enfant, un témoignage assez intéressant d'un voisin. Nous avions un voisin à l'époque, bon, j'étais petite fille, mais on parlait pas mal avec ce voisin, qui était un militaire de carrière, qui avait dû faire un travail pendant la Deuxième Guerre mondiale, plus ou moins d'espion. Il avait été envoyé en Allemagne pour écouter les discours d'Hitler. Et il nous avait raconté, à mon frère et à moi, que lorsque Hitler parlait, il se passait réellement quelque chose. Parce qu'il disait, moi qui venais en tant qu'observateur, qui n'était pas pas du tout pro-nazi ou pro-Hitler, il me dit, à la fin, à la limite, j'aurais levé le bras et prié à Hitler. C'était incroyable la puissance qu'il y avait dans le verbe d'Hitler ou sa manière de parler. C'est vrai, quand on écoute à la télé, on se dit, il est plutôt hystérique, ça nous paraît choquant. Mais pour les gens qui étaient sur place, il se passait réellement quelque chose. Alors, il faut savoir que Hitler était entouré par un groupe d'ésotéristes qui s'appelait le groupe Tulé, qui avait beaucoup de connaissances, qui avait travaillé avec les Tibétains et qui avait ramené d'Orient et également d'Égypte des connaissances très anciennes qu'apparemment ils utilisaient pour faire progresser leur idéologie. Donc, jusqu'au moment où je crois que je l'ai évoqué précédemment, Winston Churchill a pris le contre-pied en convoquant tous les mages, les druides et les sorciers d'Irlande et des pays celtes pour arriver à contrer. C'était magie contre magie. Et bon, heureusement, ils ont gagné, les Blancs ont gagné et les Noirs ont perdu. Maintenant, il faudrait remettre aujourd'hui les mêmes puissances en action. Et peut-être utiliser le 432 Hz sur les champs de bataille pour les calmer un petit peu, ça serait pas mal. Malheureusement, je souris, mais c'est pas de bon. Voilà, il pourrait essayer, hein, mais bon, c'est pas le même bruit malheureusement qui est utilisé. Non, c'est pas le même bruit. Michael, je peux te lever la main? Non, Caroline. Ah non, c'est Caroline. Pardon, oh, excusez-moi, j'ai perdu l'ordre. Non, mais il y avait Marielle aussi, je la vois plus. Marielle avait levé la main. Bon, écoutez, moi, c'est juste un petit témoignage par rapport au vaccin rapidement, parce que je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais par rapport à ce qu'avait dit Armel, moi j'ai dû me faire vacciner parce que j'avais un père en EHPAD, j'aurais pas pu le visiter s'il n'avait pas été. J'avoue que j'ai beaucoup hésité, parce que je suis énergéticienne en plus, donc c'était pas évident. Et on m'a prédit les pires choses, à savoir que mon énergie vibratoire allait être détruite, enfin. Et en fait, c'est en lien avec ma question, quand je parlais de la peur, je pense qu'avec la peur aussi, on se crée beaucoup de choses. Et je suis passée par-dessus ça, parce que je trouvais ça ridicule, même si je ne nie pas que je me suis quand même mis des produits chimiques dans le corps avec ce vaccin. Mais je peux vous dire que mon énergie vibratoire est intacte et que les soins énergétiques que je fais pas de la pub, hein, c'est vraiment pour dire, sont vraiment très puissants et vraiment le vaccin n'a eu aucun effet, au moins à cet égard. Maintenant, mon ADN, j'en sais rien. Hein. Mais alors par contre, j'ai pas fait le dernier parce que mon père est décédé malheureusement et que, bon, ceci dit, je le ferai peut-être. Mais il faut aussi faire très très attention aux peurs qu'on véhicule autour de tout ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. J'ai terminé. La peur est un poisson. Hein. La peur est un véritable poison psychique qui se transforme après en poison physique. Tout à fait, là je suis tout à fait d'accord. Et on peut, à mon avis, dépasser, déjà en augmentant tout bêtement le taux de glutation dans le corps. Bon, ça on en reparlera éventuellement. Mais il y a des moyens, il y a des barrières. Merci Caroline. Je vous laisse annoncer parce que moi j'ai perdu l'ordre. Oui, alors, je vais poser une question. Je levais la main, ce n'est pas pour moi. Je pose une question pour le compte de Sylviane, qui n'est pas là ce soir. Donc, elle pose la question suivante. À l'image de ce qui nous est proposé avant notre naissance sur Terre, de pouvoir choisir le lieu, les parents, les événements et tout ce que nous allons vivre, est-ce que lors du retour de l'autre côté du voile, les désirs que nous souhaitons seront exaucés? Je parle bien entendu de désirs positifs qui serviront à faire évoluer toute chose dans les univers. Voilà la question de Sylviane. Alors, il semblerait que la réponse, ça les a fait sourire. Hein. Ça les a fait sourire que tous nos désirs soient exaucés parce qu'ils n'ont dit pas exactement ça.
Non, apparemment, lorsque nous retournons de l'autre côté, ce qui change, c'est notre vision de tous les événements qui ont été vécus. C'est-à-dire que là, on relie beaucoup mieux les choses entre elles, on comprend le pourquoi et du comment, et on analyse pourquoi et comment on a agi d'une certaine manière, et qu'est-ce qui serait bon de faire pour réparer éventuellement si ça a été fait en tort, ou quel est le bénéfice karmique qu'on va en avoir dans une prochaine vie. Alors, je ne sais pas si ma réponse est claire. On n'a pas forcément des bénéfices ou le fait d'exaucer immédiatement nos vœux de l'autre côté. Pas du tout. Pas du tout. On continue notre évolution, on prend conscience du cheminement qui a été parcouru dans la vie précédente et on prépare la vie future justement avec tous les points de compensation que l'on nous recommande de mettre en place pour améliorer les choses. C'est ce qui m'est dit là. Oui, cela semble tout à fait logique en effet. Ce serait trop beau si tout était exaucé lorsqu'on passe de l'autre côté du voile. Il n'y aurait plus d'efforts à faire. Enfin, je pense. Oui, bien sûr. C'est Michael qui a la main. Michael. Oui, je voulais revenir à la fois sur Je t'entends mal, Michael. je voulais revenir à la fois sur les vaccins et sur les fréquences. Pour les vaccins, il y a pas mal de chercheurs alternatifs qui ont dit qu'en fait les lots avaient été distribués dans le monde en 3 grands tiers. Il y avait un tiers de placebo fait de d'eau salée en quelque sorte, qui était totalement inoffensif, ce qui explique pourquoi les gens finalement n'ont rien eu, parce qu'ils avaient un placebo. Un second tiers qui était fait, on va dire, d'une substance relativement nocive, et un troisième tiers qui, lui, était véritablement le vaccin dangereux que tout le monde redoute. Et c'est en fait cette subtilité, cette rouerie de ceux qui sont derrière ça qui a permis, une sorte de flou dans les esprits, parce que ceux qui s'attendaient à ce que ce soit tout négatif ont vu que ce n'était pas vrai, ceux qui pensaient que c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a créé une espèce de flou qu'il faut connaître. Et je recommande notamment une jeune femme qui est ingénieure, qui s'appelle, c'est pas son vrai nom, elle se fait appeler Momochi, M-O-M-O-T-C-H-I, elle intervient beaucoup sur Telegram, elle est très carrée, très scientifique dans son approche, et elle a vraiment levé des lièvres là-dedans, donc on la trouve sur Telegram notamment, donc je recommande vraiment de suivre ses posts, c'est très très instructif, et il y a également Sylvano Trotta qui est très connu, qui a, je pense, contribué beaucoup à éclairer les gens sur les méfaits du covidisme et de l'enfermisme et du vaccinalisme qu'on a connu depuis 2020. Donc il y a vraiment des sources alternatives qui nous ont dit beaucoup de choses utiles là-dessus. Pour ce qui est des vibrations, c'est en fait, pour ce qui est d'Adolf Hitler, c'est la 440 qui est utilisée, c'est pas la 434. Donc il y a effectivement un léger décalage entre 432 et 440. Il y a eu un gros travail là encore, des mêmes qui sont derrière le Covid, on va appeler ça l'état profond, pour modifier en fait les fréquences originelles qu'on connaissait au Moyen-Âge, qui étaient notamment codifiées par écrit par le moine Guido d'Arezzo au XIe siècle. Les anciens chants grégoriens utilisaient des fréquences qui étaient toutes curatives. On avait donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. La note Si n'existait pas à cette époque. Donc on avait 396, 417, 528 qui est vraiment la meilleure, je vais en parler à cause de l'ADN, 639 pour Fa, 741 pour Sol et 852 pour La. Et chaque note en fait a un impact, qu'il s'agisse de libérer de la peur ou de la culpabilité pour le Do, de travailler l'intuition pour le Sol, etc. Et il y a un grand savant qui est toujours vivant aux États-Unis, Leonard Horowitz, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a essayé de retrouver les fréquences dont on nous a privés. Et qui a mis en évidence que la meilleure de toutes ces fréquences, c'est le 528. Ça correspond à la note Mi, c'est-à-dire à la note originale du Moyen-Âge, celle des chants grégoriens, et notamment d'un hymne qu'il a étudié qui s'appelle le Grand Hymne à Saint-Jean-Baptiste, dans lequel on retrouve toutes ces fréquences thérapeutiques. Et il a découvert que le 528 a le pouvoir de réparer l'ADN. Donc il a pu le mettre en évidence sur le corps physique des gens. Alors, donc là, on ne parle pas simplement de sensations un petit peu New Age ou
toujours sujet à caution, où les gens disent ah oui, je me suis senti très bien, mais c'est pas véritablement quelque chose de scientifique. Là, il a vraiment obtenu des impacts sur le corps physique des gens avec la réparation de l'ADN par le fait de recevoir la fréquence du 528. Alors, il y a des gens maintenant sur Internet qui délivrent des vidéos YouTube avec des musiques en 528 Hz. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment en 528 ou pas? Ça change, je n'en sais rien, mais quand c'est fait d'une manière vraiment correcte, et Horowitz, il a un site internet qu'on peut trouver, il vend des petits objets en métal qui délivrent, quand on tape dessus, cette fréquence du 528, et on peut du coup recevoir les soins du 528 avec ça. Donc voilà, je voulais aussi délivrer ce message d'espoir final parce qu'on parle beaucoup des injections qui attaquent l'ADN, etc. Il y a une guerre de l'ADN actuellement. De toute façon, on traverse... on est en guerre entre deux grandes forces, hein, c'est ce que Anna disait dès le départ, et l'ADN est au centre de cette guerre. C'est véritablement une guerre de l'ADN. Et on l'a bien vu avec les injections. Donc notre ADN, en effet, est sacré, il doit être protégé à tout prix. Donc moi, j'ai pu résister aux injections, je n'ai eu ni injection ni test PCR. Je suis 100% bio, mais pour les gens qui malgré tout, ont subi une injection, peut-être que cette fréquence du 528, puisqu'elle répare l'ADN, pourrait avoir un bienfait là-dessus. Voilà. Merci Michael, c'était très intéressant. Oui, très très bien. Je voudrais aussi signaler une personne qui a fait une recherche, des études sur la musique, et dont les effets ont été testés en laboratoire. Il s'agit d'une personne qui s'appelle Jacob Cholet. Jacob Cholet, la musique transcriptionnelle. Et on a pu tester donc des gens qui venaient chez elle pour l'audition d'une heure de ce type de musique. On leur a fait un prélèvement sanguin avant l'audition. Donc ils rentrent dans la salle. Et l'audition a duré à peu près 1 heure. Et à la sortie, on a refait un prélèvement sanguin. Et on s'est aperçu que la formule sanguine s'est améliorée. Simplement dans l'heure d'écoute cette musique. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez taper Jacob Cholet, c'est C-H-O-2-L-E-Y, il y a une orthographe un peu particulière, la musique transpersonnelle. Alors on l'a utilisé pendant la maladie de mon mari, et il avait des effets extraordinaires. J'avais acheté plusieurs CD et des effets extraordinaires pour lui. Donc là, c'est un témoignage en direct. Je pense que lui, pendant des vibrations, il convenait parfaitement. Tout le monde a ça. C'est désagréable. Oui. Il doit y avoir des micros ouverts là, parce que le son est horrible. Oui. J'ai regardé, je ne vois pas de micro ouvert. Hein, je ne sais pas. J'ai regardé parce que moi j'ai la vision. Je ne sais pas d'où ces interférences sont venues, mais apparemment elles sont disparues. Est-ce qu'on pourra avoir auprès de vous, Michael, et puis de Anna, ces informations écrites? Oui. Alors, Oui, alors, parce que j'ai pas ça sur moi, comme je ne suis pas chez moi. Donc c'était pour que je puisse posément bien écrire les choses, s'il vous plaît. Merci. ce que je peux faire, c'est faire une petite synthèse que j'enverrai à Anna qui vous le retransférera parce que j'ai ça dans les documents un petit peu particuliers que je ne peux pas envoyer tel quel, donc je vais extraire de ces documents les choses en question. Je les envoie à Anna qui peut les renvoyer par exemple. Oui, tout à fait. Merci, Michael. Merci. Gilles, à toi. Alors, j'ai 2 noms, j'ai Gilles et Joël. Gilles en un. Je ne sais pas qui Gilles. doit parler maintenant. Gilles, peut-être, non? Si vous voulez. Oui, donc vous avez mentionné les nazis tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez confirmer que en matière de terre creuse, il y a une ouverture qui serait en Antarctique Sud? Et est-ce que vous pouvez confirmer que les nazis, encore aujourd'hui, contrôlent cette entrée pour la terre creuse? Je demande à l'escadrille. Donc l'escadrille me répond qu'effectivement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas arrêté tout le monde. On n'a arrêté qu'une partie. Je crois d'ailleurs, on me dit que les documents du procès de Nuremberg l'attestent. Il y
déclarée et prévue de longue date une issue qui risquait de leur être défavorable et qu'effectivement l'Antarctique faisait partie d'un projet très important pour eux. Donc, il y aurait quelque chose en Antarctique. Je crois avoir lu quelque part, là je parle personnellement, que l'armée américaine a eu quelques soucis à une certaine époque, effectivement, lors d'une mission vers l'Antarctique. Vous dire ce qu'il en est aujourd'hui, on nous dit qu'il y a encore des choses qui sont actives et qu'il y a effectivement des entrées dans les pôles. Oui, là on va rejoindre la théorie de la Terre creuse et la théorie de l'amiral Byrd, que je crois Claude a évoqué lors d'une de ses visioconférences. Est-ce que j'ai répondu, Gilles? Oui, tout à fait. Merci, Anna. Merci. Joël. Micro. Le micro est fermé. Oui, moi c'était une question par rapport à ce qui avait été dit dans un entretien précédent sur l'année 2025, où il y aurait un jugement de l'humanité, mais il n'y a pas eu de tellement de précision et j'aurais aimé savoir s'il était possible d'en savoir plus en fait pour 2025. Alors, 2025 est une date effectivement qui apparaît dans de nombreux textes et comme une sorte de date, oui, d'un grand jugement, mais ce grand jugement fait partie normalement de la fin d'Amandine Barra et de la fin d'Intel Young. Alors les dates, vous savez, c'est toujours très très difficile parce qu'on dit bien que les choses arrivent quand l'humanité est prête à les vivre. Donc en fonction des réactions actuelles, je pense qu'on peut ou accélérer un peu les événements dans un cycle ou au contraire les retarder quand il y a des forces qui se mettent en jeu pour retarder des issues trop difficiles. Mais on va retenir 2025 comme un moment très très particulier. On est aussi dans un rayon particulier, c'est l'influence d'Uranus en ce moment qui est dominante. On va parler du rayon violet. Et tout ça est en train de contribuer à faire que nous atteignions ce point de basculement, ce point de prise de conscience totale vers quel monde on va s'orienter. Est-ce qu'on fait de cette terre un paradis, un Éden qu'elle devrait être, ou est-ce qu'au contraire on la laisse aller vers la catastrophe totale? C'est le grand questionnement du moment. Mais je ne pourrais pas en dire plus parce qu'il y a une partie qui reste non formulée volontairement par l'invisible pour éviter les visualisations justement de type négatif. Il ne faut pas qu'on se mette à visualiser la catastrophe parce qu'effectivement on va la nourrir quelque part. Il faudrait au contraire que chacun d'entre nous visualise cette terre comme l'Éden qu'il pourrait être. Elle est tout de même magnifique cette planète. Donc gardons cette image dans le cœur, voyons-la rayonner, voyons-la se régénérer parce qu'elle en a les capacités. Je me rappelle que c'était toujours ce que les Amazoniens nous disaient. Vous parlez tout le temps de la destruction de notre forêt, mais arrêtez, parce que vous ne connaissez pas Mère Nature, elle est capable de se régénérer beaucoup plus vite que vous l'imaginez. Bon, ça, c'était très positif comme affirmation. Et moi, personnellement, j'y crois. On a eu, vous savez, à un moment donné, avec mon mari, on a eu un jardin médiéval, un jardin qui était ouvert au public, donc on l'a eu pendant à peu près 13 ans. Et quand vous observez la nature, vous êtes dedans tous les jours, vous assistez à des phénomènes tout à fait extraordinaires de régénération, de réparation. Les capacités de la nature, elle est d'une puissance incroyable. Alors cette puissance, on la mesure quand il y a des problèmes. Là, dernièrement, on l'a vu avec l'eau et les inondations, on le voit avec les grands vents. Mais cette même puissance, elle peut s'exprimer positivement dans la régénération. On le voit souvent quand il y a eu un incendie quelque part, où tout a brûlé, comment ça repousse après, avec parfois des espèces qu'on n'avait plus revues et qui reviennent. Donc encore une fois, visualisons positivement. Espérons que 2025 sera l'année du début de l'âge d'or. C'est un souhait. Et je vais essayer de travailler dans ce sens-là. Est-ce que c'est bon, Joël? Oui, mais moi aussi je le vois d'une façon positive. Bon, c'est super. Oui. Donc j'ai pas de télévision. Donc en fait, je ne me laisse pas trop influencer par les nouvelles négatives. Il suffit de voir ce que les autres disent pour que ça ne donne pas envie. Et non, j'essaie plutôt de suivre tout ce qui est positif. Bon, ça c'est une très très bonne attitude. Bravo. Merci. Merci.
Bien. Alors, j'ai levé la main, mais avant de poser la question pour le compte de Philippe, je voudrais donner des précisions concernant cette année 2025, puisque les veilleurs en parlent dans Urbatan, et ils ont bien précisé que l'année 2025 était simplement une année d'évaluation. C'est-à-dire que les veilleurs vont évaluer simplement où en est l'humanité. Ils ont précisé dans Urbatan qu'il y avait encore une potentialité pour que l'intégralité de l'humanité bascule dans les dimensions supérieures. Donc 2025 ne va pas être une année catastrophique ou autre, etc. C'est la continuité de ce qui existe aujourd'hui, de ce que vous voyez autour de vous, qui va continuer. Ce n'est pas une année exceptionnelle, c'est simplement une année d'évaluation. Et là, les veilleurs vont évaluer en effet si une partie de l'humanité basculera dans les dimensions supérieures ou est-ce que l'intégralité de l'humanité va y basculer. Donc, ce n'est pas une année exceptionnelle, c'est une simple année d'évaluation. Ils l'ont bien précisé lors des échanges que nous avons eus avec eux, donc, et qui figurent dans Urbatan, livre que je conseille à nouveau. C'est vraiment un livre à lire. Ceci dit, je pose une question pour le compte de Philippe, qui n'est pas là ce soir, qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Ayons une pensée pour lui, de façon à ce qu'il se rétablisse correctement. Voici la question qu'il a posée. Il a été indiqué que la mort totale ou seconde mort est réservée à des âmes malveillantes. Puis-je en savoir plus sur le processus de sélection de ces âmes qui devront être refondues? Il s'agit d'un processus qui est mentionné dans quelques, on va dire, rares ouvrages sacrés, comme le Popol Vuh des Amérindiens, comme le Bardo Todol, comme le Livre des morts égyptiens. Il y avait à l'époque d'ailleurs des rituels, surtout en Égypte antique, il y avait des rituels particuliers qu'on appelait les rituels de la seconde mort. Il faut savoir que les âmes donc, qui sont désignées pour malheureusement subir ce sort sont des âmes qui d'une vie à l'autre, c'est-à-dire durant plusieurs incarnations, ont manifesté le même degré de cruauté, d'action négative, voire bien sûr d'action criminelle, en s'enferrant un peu plus à chaque fois dans cette attitude, très éloignée bien sûr de la voie traditionnelle, de la voie d'évolution. En fait, c'est un chemin d'involution qu'ils ont choisi. On va parler bien sûr de tous les pratiquants des magies contraires, même si on ne croit pas forcément beaucoup, mais disons des magies qui sont des magies cruelles, qui sont des magies négatives, où on va souhaiter du mal aux autres, où on va essayer de leur nuire par tous les moyens possibles. La répétition sur plusieurs vies consécutives de ce type d'attitude peut amener effectivement à prendre des décisions, c'est-à-dire l'âme, les Atlantes appelaient ça le feu lincal. Ils avaient en représentation un espèce de feu perpétuel dans un temple, un feu qui peut être alimenté, et avec une flamme un peu particulière, et il disait que si on faisait passer un être dans cette flamme, ça déstructurait complètement les atomes de son âme, les parties infinitésimales de son âme, qui allaient donc retourner dans la source pour redonner un jour naissance à un autre être, mais complètement différemment, en n'ayant plus aucune mémoire des méfaits commis. Alors, il semblerait que cette seconde mort, ce soit d'abord une amnésie totale des comportements négatifs. Alors, est-ce qu'il y avait plusieurs procédures et plusieurs paliers? Si on se fie aux anciens Égyptiens, oui, il y avait des paliers, c'est-à-dire qu'il y avait un premier rituel qui consistait en fait à gommer la mémoire. Aujourd'hui, on dirait avec des termes scientifiques, à lobotomiser le cerveau de la personne pour qu'elle oublie complètement ses comportements violents. Mais en dernière analyse, il y avait un rituel qui consistait aussi à marteler le nom. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu, notamment qui a été fait d'un pharaon à un autre quand il y avait un conflit entre les deux. On martelait le nom pour marteler l'existence de l'entité, l'existence de la conscience. Et là, on touche effectivement à des rituels qui, nous sont, dans le monde moderne, totalement inconnus. Il
ils sont très rarement, l'invisible me dit ils ont été très rarement mis en pratique, très très rarement. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Après, il y a pour les êtres qui choisissent des comportements négatifs, il y a, je pense que tout le monde le connaît, le bas astral, qui n'est déjà pas un endroit tellement fréquentable. Ceux qui sont un peu médiums peuvent le connaître et dire qu'il vaut mieux pas y séjourner, parce que c'est un plan, si vous voulez, où les consciences sont bloquées sur leurs défauts et sur leurs passions, et c'est un plan où règne l'anarchie la plus totale. J'ai pu le traverser quand j'étais beaucoup plus jeune, et je peux vous dire qu'on n'a aucune envie d'y retourner. C'est un endroit épouvantable. Alors, j'ai parlé, je pense, une fois ou peut-être plusieurs fois, d'un film qui a été réalisé d'après les témoignages et les écrits du plus grand médium du Brésil, qu'on appelle Chico Xavier. Et Chico Xavier a eu beaucoup d'expériences et d'expériences de mort imminente. Et un réalisateur a eu l'idée de synthétiser dans un seul film qui s'appelle No Solar. Alors, No Solar, ça s'écrit N-O-2-S-O, plus loin L-A-R, qui veut dire notre demeure en portugais brésilien. Et il a synthétisé dans ce film le cheminement d'une âme, de quelqu'un qui meurt physiquement, qui quitte son corps et qui va faire un voyage à travers les différents plans. Il va commencer par le bas astral. Honnêtement, regardez ce film, il est remarquable, il est très joli en plus, il est très bien réalisé et il explique merveilleusement le cheminement de l'âme avec éventuellement la rencontre avec les guides, avec les êtres qui vont aider la personnalité à choisir sa future incarnation, à décider du scénario qui sera le sien dans une autre vie. Et là, on va voir tous les plans jusqu'à des plans de plus en plus élevés d'ailleurs. Les êtres ont atteint un niveau de réalisation extraordinaire. Voilà. J'espère que je t'ai répondu. C'est à Philippe. Hein. Bah, la question a été posée par une personne qui est absente, donc oui. On peut... Et je pense qu'elle appréciera la réponse. D'accord. Alors, Michel, encore une main. Non, Michel. Oui, je reviens à nouveau. Concernant l'activité des nazis qui est encore active au niveau du pôle sud, est-ce qu'ils utilisent des technologies extraterrestres? Il faut savoir qu'en 1941, bon ça je le sais, j'ai étudié le thème, donc c'est moi qui vais vous répondre. En 1941, les nazis ont eu la transmission de plans d'un engin par une femme médium, qui est la fondatrice de l'ordre du Vril, qui s'appelait Maria Orsic. Et Maria Orsic était un médium assez remarquable, qui semblait être en relation avec des entités exogènes, extraterrestres ou extradimensionnelles. Et elle aurait transmis aux nazis, notamment aux rotulés, les plans d'un engin qui a été réalisé, qui a volé réellement. Donc en 1941, il y avait déjà ce qu'on pourrait appeler une soucoupe volante, qu'aujourd'hui on appelle en langage d'ufologie tous les boulons, parce que c'est tout de même un processus limité par rapport aux véritables ovnis venant des autres plans. Alors, il y aurait deux types d'ovnis. Il y aurait des ovnis qui sont utilisés uniquement dans notre monde pour se rendre d'un point à l'autre, donc qui ont des performances technologiques extraordinaires. Peut-être ceux qu'on voit sortir du garage, d'ailleurs pour ceux qui sont là-bas, peut-être observer en ce moment, ce serait intéressant. Et il y a des ovnis à dématérialisation, donc avec des comportements, on va dire, aléatoires, des comportements très étranges, qui sembleraient, eux, être des engins interdimensionnels, pour aller d'une dimension à l'autre. Je crois que même, si je me souviens bien, les vidéos nous en ont parlé, il faut arriver à distinguer les deux types. Alors aujourd'hui, ça devient très très dur, parce qu'en plus, on a des drones. Et des drones qui prennent l'apparence de certains ovnis, ce qui fait qu'aujourd'hui, les observations en ufologie, c'est très complexe, très compliqué, ne serait-ce que pour le service de Grande-Bretagne qui est affecté au témoignage des gens, ils reçoivent 2 à 3 témoignages par jour. Ils ont un mal fou maintenant à les classer parce qu'il y en a de trop. Donc, arriver à distinguer qui est qui. Bon, mais pour répondre à ta question, Michel, oui, apparemment, ils avaient réalisé des engins tout à fait extraordinaires.
des engins moteurs à antigravitation, d'après les recherches que j'ai pu faire moi personnellement sur Maria aussi et ce phénomène. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci beaucoup. Bien, puisqu'il n'y a pas d'autres mains levées pour l'instant, je vais poser une question pour le compte de Chantal T. Voici la question. Je ne suis pas à l'aise avec les questions spirituelles. J'ai l'impression d'être toute petite devant tout cela, mais je suis émerveillée par tout ce que je découvre. Je voulais poser la question du devenir de l'âme d'un enfant décédé en naissant, ainsi que le sens de tout cela. Alors, ça c'est une question que j'ai déjà entendue une fois. Un enfant qui décède en naissant, ça fait partie de son plan de vie. C'est parce qu'il y a effectivement une expérience intra-utérine beaucoup plus complexe et beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on peut imaginer. Il y a déjà une conscience qui est là, dans le ventre de la mère, et qui va aussi recevoir tout un tas d'émotions par le biais de sa mère. Donc, si la gestation a duré les 9 mois complets, ça fait déjà un temps d'expérience. Et il faut savoir que ce décès, de toute façon, il a été programmé, il a été accepté par l'âme personnalité. Rien ne se produit qui ne soit, on va dire, prévu dans un chemin de vie. Parce qu'il y a effectivement des entités gardiennes, les maîtres du karma, ce qu'on appelle les maîtres du karma, voire pour certains ceux qui y croient les anges, puisqu'ils sont la manifestation de la volonté divine, qui viennent intervenir pour empêcher certains accidents ou provoquer ce qu'on appelle des miracles, c'est-à-dire une personne qui décède et finalement revient 20 minutes après, ces fameuses expériences de mort imminente que l'on voit aussi chez les enfants, parce que on en a beaucoup moins parlé parce qu'ils ne donnent pas leur témoignage, mais il y a beaucoup d'enfants qui vivent aussi ce type d'expérience. Voilà. Mais tout est toujours programmé. Alors j'espère que j'ai répondu je ne me rappelle pas son prénom. Tu peux me rappeler, Claude? Écoute, je ne l'ai plus devant les yeux, j'ai tourné la page, mais je pense que oui, tu as bien répondu parfaitement. Et je vais maintenant poser une question pour le compte de Claude, mais ce n'est pas Claude Delarose, c'est Claude P. Sa question est la suivante. L'Ukraine avait-elle une autre solution que la guerre pour préserver sa liberté et sa souveraineté? J'attends la réponse de Escalier. On me dit que de toute façon, il y a toujours des solutions pour contourner ou éviter la guerre. Alors là, c'est très délicat, parce qu'on n'a pas tous les... Enfin, nous, humains, n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. Et je sais que l'escadrille s'interdit, on va dire, toute manifestation sur le plan politique pour éviter justement qu'il y ait des pour, les contre, qu'il y ait des problèmes. Il m'a été simplement répondu, on peut trouver des solutions, on pouvait trouver des solutions, on pourrait encore en trouver, si les deux parties arrêtent de se fixer, évidemment chacun dans leur point de vue, ce qu'on comprend dans une guerre, c'est ça le problème, c'est que chacun a un point de vue, il est fermement attaché et veut absolument que l'autre cède. En l'occurrence, c'est pour ça que ça dure aussi longtemps, parce qu'ils sont armés des deux côtés, et est-ce qu'ils vont arriver à s'épuiser? Je n'en sais rien. Mais évidemment, les moyens technologiques, ce que vous dit l'escadrille, c'est que les moyens technologiques aujourd'hui sont beaucoup plus sophistiqués qu'à leur époque. Ils m'ont dit, nous, on faisait une vraie guerre. C'est ce qu'ils sont en train de dire, une vraie guerre avec quelques outils rudimentaires. Mais aujourd'hui, c'est tellement sophistiqué et il y a tellement, ils me disent qu'il y a tellement d'interactions avec d'autres pays et d'accords que nous ne savons pas et de négociations en coulisses que nous ignorons. C'est très très difficile de répondre parce que peut-être que même les belligérants eux-mêmes s'y perdent un peu et ne savent plus avec qui ils sont amis ou ennemis parce que ça change. Voilà la réponse que j'ai. Merci pour... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah écoute, la réponse, bien sûr, semble être tout à fait logique. On peut toujours
toujours éviter les guerres, je le pense en tout cas, et en effet, on est dans une période où les choses sont excessivement complexes et les interactions sont tellement multiples que c'est pas du tout évident, une fois que la guerre est commencée en tout cas, de retrouver le chemin de la paix, mais on peut espérer quand même que ce chemin sera très vite trouvé, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Ukraine, ou que ce soit partout sur la planète où il y a actuellement des conflits. De toute façon, nous devons nous orienter vers la paix, c'est quelque chose d'absolument indispensable. Voici une question, puisqu'il n'y a pas d'autres mains levées, pour le compte de Monique G. Les membres invisibles de l'escadrille ont-ils vécu en Lémurie, Atlantide ou dans d'autres groupes antérieurs, comme par exemple l'Hyperborée? Donc la réponse est, nous avons tous et vous aussi vécu dans un de ces continents très évolués. Et c'est pour ça, certainement, ils nous disent qu'on garde une nostalgie au fond de nous. Je crois qu'on a quelque part tous dans notre âme, quelque part, la nostalgie du paradis perdu de l'Éden, qu'on a dû connaître quelque part. Est-ce que ça vous est arrivé de ressentir cette nostalgie d'un endroit magnifique où règne la paix, et l'impression d'avoir connu cet endroit et de le chercher désespérément? Moi, personnellement, c'est une expérience que j'ai traversée. Donc là, c'est un questionnement. Je vois des têtes qui me font oui. Oui, on a tous quelque part, oui, on a tous quelque part eu cette expérience. Et là, l'escadrille répond positivement. Ce sont tous des Atlantes, des Lémuriens, des êtres qui ont fait cette expérience et qui voudraient peut-être la revivre dans le côté positif, encore une fois, puisque souvent ces continents ont connu des fins plutôt apocalyptiques, c'est ces fameux déluges comme parle le texte sacré. J'ai une main. Oui, Gilles a levé la main. Gilles, tu as la parole. Oui. Oui. Est-ce que l'escadrille confirme que sur Terre, il y a la présence d'extraterrestres qui sont immoraux et qui n'aiment pas du tout la race humaine? Bon, l'escadrille nous dit qu'effectivement, la question concernerait plus les meilleurs qui se sont exprimés dans le bataille. Oui, alors, il y a effectivement, on va dire dans l'univers, une multitude de races, et il y a une entité qui concerne notre système à nous et notre planète, qui s'appelle la Confédération. Je pense qu'il y a plusieurs noms, mais moi, dans mes contacts, ça s'appelle la Confédération. Et cette Confédération réunit un ensemble donc, de races, et il y a parmi ces races quelques races, on va dire, déviantes. Mais la Confédération en général veille que ces races ne portent pas atteinte. Bon, il semblerait, je dis bien il semblerait, et bon, ils me disent que oui, que certains représentants de ces races déviantes aient voulu faire accord avec des dirigeants de notre planète. Bon, ils me disent que c'est le cas pour l'Allemagne nazie, d'ailleurs, c'est le cas pour l'Allemagne nazie. Et ces fameux plans venaient donc de quelque part, n'étaient pas donnés par la Confédération. Mais à chaque fois, la Confédération intervient en fait pour limiter l'action et la possibilité d'action de ces êtres. Donc, j'espère heureusement d'ailleurs, parce que autrement ce serait assez inquiétant. Et puis on ne serait peut-être plus là d'ailleurs, parce que s'ils sont vraiment aussi négatifs que certains le suggèrent, je suis bien contre qu'on ait des gardiens dans l'invisible ou des gardiens dans d'autres dimensions. Est-ce que j'ai répondu, Julie? Michel? Ouais. Oui, je voudrais rebondir sur la Confédération. Est-ce qu'on peut se représenter la Confédération comme on la voit dans Star Wars? Dans ce Star Wars, ils ont été inspirés, oui, ça les fait sourire d'ailleurs. Ils ont été très inspirés pour réaliser ce film, notamment Spielberg. C'est très intéressant parce que une réunion de la Confédération, c'est tout à fait une scène que l'on voit dans Star Wars. C'est extraordinaire. Ça, oui, tout à fait. Et
à chaque fois que j'entends le mot confédération dans nos propos, ça me fait toujours penser à cette scène, effectivement, où ils sont, on dirait des espèces de soucoupes en lévitation, ils sont tous les uns comme dans notre Assemblée nationale, quoi. Mais bon, c'est gigantesque, quoi. C'est gigantesque. Et c'est très impressionnant parce que ils ont tous des particularités physiques pour nous assez impressionnantes. Et là, il va falloir qu'on s'habitue. Encore une fois, j'insiste sur la notion de différence qui est tellement importante pour nous humains. Parce que nous, une simple couleur de peau, quelquefois, nous fait réagir. Là, il va falloir vraiment y mettre du sien parce qu'on a des êtres différents. Alors, certains proches de nous, c'est ça qui est très très étrange dans l'univers. L'univers est très inventif. Certains sont, on va dire, de type humanoïde, de 2 bras, 2 jambes, etc. Souvent, la différence vient par la taille. On a souvent des espèces beaucoup plus petites que nous, beaucoup plus grandes que nous. Mais quelque part, il y a tout de même des êtres, il faudra vraiment aller au-delà de l'apparence et rentrer dans le champ de la conscience pour s'apercevoir déjà qu'ils sont très évolués, très sages, mais que leur physique, effectivement, pour nous, est peut-être un petit peu difficile à regarder, mais on s'habitue assez vite. Ça pas de problème. Je pense qu'on va percevoir la bonté et la sagesse au-delà de l'apparence. Alors, pour revenir toujours dans la science-fiction, parce que j'adore ça, est-ce que l'arbre de vie qui est représenté dans Avatar est existant? Alors, l'arbre de vie, c'est Yggdrasil chez les Celtes, est donné comme une réalité. Hein. Vous savez que c'est le canal, c'est le point de passage qui est employé pour passer d'un univers à l'autre. C'est un peu l'arbre des séphirots des kabbalistes. En fait, on va retrouver, c'est l'arbre de Jessé, on va le retrouver un peu partout, ce symbole de l'arbre. Oui, c'est un canal. Les chamans, d'ailleurs, utilisent en projection le canal d'un arbre pour passer d'un plan à l'autre. C'est une réalité dans un autre plan de conscience. Ok. Merci, Anna. Marielle. Oui, j'ai vu dernièrement un portage de Marc Lavaux avec notamment la cohérence via la primosophie et du lien très fort entre l'Atlantide, l'Égypte et la France. Et que c'est à partir de la France que ce renouveau nous serait véritablement favorable pour l'humanité. Donc je voulais savoir si eux-mêmes avaient connaissance un petit peu de tout ça. Donc là, l'Atlantide et l'Égypte, oui, il y a un lien, puisqu'il semblerait que les sages qui ont prévu la chute de l'Atlantide, parce qu'ils l'ont prévu, se soient réfugiés en Égypte et constitué un collège de sages en Égypte. Alors, la France a été donnée, vous savez, au siècle de Louis XV. On parle beaucoup du comte de Saint-Germain. Et le comte de Saint-Germain, à l'époque, à la cour du roi, avait dit « La France est le flambeau du monde, même si pour cela, il doit brûler. » Alors, il semblerait que certains événements importants aient trouvé des racines profondes dans notre pays pour se propager à l'extérieur. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité d'aujourd'hui. En fait, là, la réponse est très, très floue. On me dit que d'autres nations peuvent avoir aussi la même importance. Il semblerait que cette mission ait été fragmentée. Là, c'est la réponse que j'ai. Je ne connais pas du tout ce thème, hein. Donc je ne fais que réagir par rapport à ce qu'on nous dit. Est-ce que la France a perdu sa prééminence? Je ne sais pas, mais on me dit qu'aujourd'hui, cette mission peut être fragmentée entre plusieurs pays. Peut-être qu'on n'a pas su la garder, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis un peu embêtée de ne pas pouvoir répondre plus... Non. Énergie fragmentée. On se partage à plusieurs une mission d'éclairage. On n'est plus dans ce que disait vraiment le comte de Saint-Germain à l'époque. Bon, ce qui peut être logique aussi parce que les choses évoluent, les choses changent. C'est peut-être pour ça que Mathieu Lavaux, qui étudie ça différemment, peut-être donne en lumière justement une évolution positive
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en même temps, par rapport à tout ce que j'ai écouté jusqu'à hier soir, une autre vidéo incroyable sur l'Égypte, je trouve que selon ce qu'on ressent, bien sûr, pour ma part, moi j'ai un lien énormément au niveau de l'Égypte, la Lémurie, et je trouvais étonnant que je sois en France. Donc c'est pour ça que je posais cette question auprès de l'escadrille de l'Invisible. Alors, là, on me dit qu'il y a des groupes d'âmes qui ont des incarnations à peu près aux mêmes époques, dans les mêmes décors. Alors, les groupes d'âmes qui vont faire le Moyen-Âge, par exemple, qui avaient fait l'Atlantide, le Moyen-Âge, qui font l'Égypte antique, etc., on va se retrouver souvent à plusieurs à aimer ou à être en résonance avec les mêmes époques. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça. On a une sensibilité pour certaines époques, beaucoup moins pour une autre. Et ça, c'est pas apparemment par groupe d'âmes. Ce sont des âmes qui ont vécu au même moment le même type d'expérience dans le même lieu géographique, si on parle de l'Égypte ou de l'Atlantide, et qui se retrouvent à travers le temps pour repartager les expériences. Donc peut-être que la France fait partie du cheminement de notre groupe d'âmes, certainement, puisqu'on est là et qu'on est français, ça fait partie de notre destin, oui. Maintenant, quel va être le lien exact entre la France, l'Égypte et l'Atlantide? Ça, je pense que ce serait trop long. On va peut-être demander à l'escadrille de nous éclairer là-dessus, mais là, pour le moment, je n'ai pas la réponse. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bon espoir. C'est bien, super. J'ai bon espoir. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? On va prendre encore une ou deux questions. Il y a Michel qui a relevé la main. Oui, mais tu n'as pas de micro, Michel. Alors, je voudrais rebondir par rapport à ça, par la position de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, comme vous dites que c'est réparti par plusieurs pays, est-ce que, je dirais, entre guillemets, le SAMI peut provenir de ce qu'on appelle aujourd'hui les BRICS? J'ai pas compris. Les BRICS, c'est l'union du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud, et il doit m'en manquer un. Donc c'est des pays qui sont en train de s'unir, non pas pour imposer leur volonté, mais pour créer la coopération les uns avec les autres, au niveau commerce, au niveau, je dirais, peut-être dans la relation que chacun vive comme il l'entend, mais sans interaction, entre guillemets, guerrière, sans s'immiscer dans les affaires intérieures des pays. Donc là, il m'est répondu qu'il y a eu une initiative dans le passé qui a donné naissance aux Nations Unies, qui avait donc très bien démarré, mais qui n'a pas apparemment tenu totalement ses engagements dans la durée, et qu'une expérience similaire peut voir le jour, c'est même souhaitable parce qu'il faudrait une confédération des nations. Apparemment, c'est une vision du futur, justement de l'âge d'or, où il y aurait une sorte de gouvernement mondial et convivial de l'ensemble des nations en cause, en tenant compte des besoins et des souhaits et des possibilités de chacun. Donc là, on me dit que c'est très positif, mais il faut que ça tienne dans la durée. Ce qui a été apparemment le problème précédent, c'est que ça a bien démarré avec un très beau projet, mais que dans le temps, ça s'est épuisé. Il faut aujourd'hui que ça tienne. Et ça, ils ne peuvent pas le savoir d'avance. Ça dépend du libre arbitre des humains. Oui, juste une question. Toujours par rapport à l'adhésion des BRICS, la France est en train de demander, entre autres, d'y participer, alors qu'on est totalement aujourd'hui contre, on est plutôt atlantiste pro-américain et non pas pour, disons, prêt à imposer notre façon de vivre, notre façon de penser
alors que les BRICS, c'est plutôt chaque pays vit sa vie comme il l'entend et des relations conviviales, de commerce, équitables et tout ça, les uns aux autres. Est-ce que la France a une chance d'adhérer à ce projet? Oui, bien sûr. Dans l'état d'esprit des fondateurs de cette expérience, après ce qu'on a dit, oui, tout à fait, mais il faut-il encore tenir la route dans la durée? C'est-à-dire, il faut rentrer, je veux dire, avec sincérité dans ce genre de mouvement et non pas rentrer pour finir à un moment donné par imposer sa propre vision. C'est ce qui m'est répondu. C'est la philosophie. Donc merci, j'ai bien la réponse. Merci beaucoup. Bien, j'aimerais poser une question à mon nom. Je ne l'ai pas fait ce soir, mais je vais donc le faire. Moi, je souhaiterais poser une question en relation avec les messages que les 3 pilotes nous ont transmis dans le livre que tu as édité, Anna. Et dans le 11e message, les 3 pilotes nous disent que la vie terrestre est une illusion qui a pour fonction d'intégrer de nouveaux concepts et d'élargir la conscience, que notre réalité réside dans l'âme qui ne quitte jamais l'unité. L'illusion terminée, la conscience réintègre son double de lumière et retrouve son unité. Vous dites que ce processus se répète autant de fois que c'est nécessaire. Je voudrais savoir comment l'âme sait-elle qu'elle s'approche du moment où cette illusion n'est plus nécessaire. Et une question qui vous concerne, vous les pilotes et les membres de l'escadrille invisible, connaissez-vous approximativement le nombre de réincarnations qui vous seront encore nécessaires pour rompre cette roue des réincarnations? Donc, une double réponse. Comment l'âme sait-elle qu'elle approche, si j'ai bien entendu la question? Tout à fait. Du moment, elle ne le sait pas parce que l'illumination, en fait, est un phénomène transcendant, immédiat. L'âme sent qu'elle évolue, elle le sait, il y a une conscience de l'évolution, mais il n'y a pas la conscience de ça va être le moment de la révélation. La révélation se fait d'abord, c'est comme un voile qui se déchire. Ça a été représenté comme le voile du temple qui se déchire. C'est quelque chose, on me dit c'est quelque chose de foudroyant, c'est quelque chose de subi. Oui, c'est subi dans le sens de subi dans le temps. Très rapide. Comme la foudre. Donc, on ne le sait pas forcément d'avance. Ils me disent aussi qu'une âme n'est pas préoccupée de savoir le moment d'illumination. Lorsqu'elle a atteint un certain niveau, elle est passionnée en fait par le chemin d'évolution. L'aventure, c'est le voyage. Alors, la finalité, c'est le retour, c'est magnifique. Mais on est concentré sur le voyage. Donc ça, c'est pour la première question. Et la deuxième, connaissent-ils le nombre de réincarnations? Ça les fait rire. Non. La réponse est non. Et tant mieux. Je pense que ça leur ferait peur. Ça me fait rire parce qu'ils sont en train de rire. Bon, non, ils ne connaissent pas. Très bien, ils ont bien répondu. Armel a levé à nouveau la main. Pardon, Armel, oui. Mais Armel, est-ce que tu n'as pas mis ton micro? Voilà, ça y est, j'ai remis mon micro. Moi, j'aimerais savoir de quelle façon connaît-on l'apparence des êtres évolués? Vous avez parlé tout à l'heure de la confédération et des apparences pour le moins inhabituelles de ces êtres. Quelle est la source bon, alors c'est une source cette information. Je n'aurais pas du tout parlé dans l'escadrille, parce que je n'ai heureusement pas parlé de moi, c'était pas important. J'en ai juste un tout petit peu parlé dans Urban Time,
dans les toutes premières pages du livre pour dire qu'il m'était arrivé des événements dans ma vie qui avaient changé mon regard sur les choses. Alors cet événement, ça s'appelle l'abduction. Donc j'ai vécu à plusieurs reprises au cours de ma vie des abductions qui sont traduites par le terme d'enlèvement extraterrestre, dont le premier a eu lieu à l'âge de 7 ans, où j'ai perdu ma conscience pendant 3 jours. Il me manque 3 jours, voilà, 3 jours pendant lesquels mon comportement a été un comportement d'automate, donc heureusement mes parents ne sont pas affolés, mais je n'ai aucun souvenir de ces 3 jours, sauf d'avoir rencontré des êtres, d'avoir entendu quelque chose, et par la suite, plus tardivement, un autre type d'abduction où là j'ai vu et je me souviens de certaines choses. Donc la scène dont je parlais tout à l'heure à Michel, qui était une scène avec la Confédération, en fait réellement lors d'une abduction, je l'ai vue et j'ai pu, on va dire, admirer les représentants, certains représentants des différentes nations représentées. Et honnêtement, c'est un magnifique souvenir. Et oui, Michel, quand j'ai vu la guerre des étoiles, ça m'a fait tilt. J'ai trouvé que c'était particulièrement bien représenté. Donc voilà la réponse. C'est une expérience personnelle. Donc je fais partie d'un groupe en France qui s'appelle le CERO France, qui regroupe les personnes ayant vécu ce type d'expérience, qui pour certains était totalement traumatisante, mais ce n'est pas mon cas. Moi, elle a été positive en me concernant. Et on n'est pas très nombreux en France, on est 60 adhérents, alors qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, on estime à 4,5 millions le nombre d'abductés aux États-Unis, qui ont été étudiés par le docteur John Mack, qui était psychiatre et qui a fait des enquêtes extraordinaires avec d'autres personnes, et différentes universités américaines ont fait des enquêtes sur le phénomène, qui n'est pas résolu aujourd'hui parce qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe. Est-ce que c'est uniquement, on va dire, un enlèvement de type psychique? C'est fort probable. Est-ce qu'il y a des enlèvements physiques? Bon, certains en témoignent, mais ça reste une interrogation. On n'a pas la clé, on n'a pas la réponse, et même les abductés ne l'ont pas. Ils ont vécu quelque chose, on va dire parfois de très dérangeant, puisque ça bouleverse la vie quotidienne. Il y a dans les groupes d'abductés des gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux, ne peuvent plus travailler. C'est des gens qui sont profondément traumatisés. Alors que d'autres l'ont vécu, encore une fois comme moi, positivement, parce que la rencontre s'est faite avec des êtres d'un niveau spirituel et psychique supérieur au nôtre et totalement bienveillant. Voilà, on n'est pas égaux non plus dans ce type d'expérience. J'espère que j'ai répondu, Armelle. Oui, merci beaucoup. En général, j'en parle pas. Voilà. Beaucoup dans le détail, effectivement. Je l'avais lu dans Roberta, donc ça fait un moment. J'avais un petit peu oublié, mais donné beaucoup de détails aujourd'hui, donc c'est bien. Super. Merci à toi. Gilles a relevé la main. Oui, Anna, est-ce que cette expérience d'abduction, est-ce que ce ne serait pas tout simplement aussi une expérience de mort alors que vous êtes encore vivante, quoi? Ça peut ressembler à une expérience Bon, alors j'ai pas fait une NDE, j'ai fait le niveau avant la NDE lors d'un passage en laboratoire où les choses se sont très très mal passées pour moi. Et l'expérience est différente. Je peux vraiment les distinguer comme ne se ressemblant pas du tout. Maintenant, je n'ai pas d'affirmation. Encore une fois, je crois qu'il faut être modeste par rapport à ça. En réalité, jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas ce qui se produit pour les gens. C'est une expérience qui est marquante. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas un rêve, c'est pas un rêve éveillé, c'est pas une paralysie du sommeil. Donc, des tas de choses ont été passées en revue par les scientifiques. C'est aucune de ces choses-là. D'ailleurs, c'est l'INRES à Paris qui a été fondée en partie par Stéphane Alix. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur qui a écrit des livres et qui a réalisé
une série d'émissions pour la 6 extraordinaire, les enquêtes extraordinaires, vraiment très très bien réalisées, qui a aidé à la fondation du Sérofranche, justement, parce que l'INRES, c'est l'Institut des expériences inexplicables. Alors, la philosophie de base de la création, si vous voulez, de cet institut, et également du Séro, c'est de dire il y a des gens qui vivent des expériences différentes, souvent très dérangeantes, voire traumatisantes, et qui n'ont pas d'écoute, parce qu'ils d'abord n'osent pas raconter ce qui leur est arrivé, et quand ils le racontent, on va leur parler de l'asile, de problèmes psychiques, alors que ce n'est pas du tout ça, comme l'affirmait le docteur John Mack, dans plusieurs centaines de dossiers qu'il a eu à traiter, sur aucun il n'y avait les pathologies connues, c'est-à-dire les bouffées délirantes, la schizophrénie, etc. Donc toutes les pathologies connues, on va dire, par la psychiatrie. Les gens qui ont vécu ces expériences restent des gens sains d'esprit, raisonnables, qui ont souvent donc un métier, un travail, on va dire les pieds bien ancrés sur terre, et puis un jour il se passe quelque chose, voilà, et ce quelque chose va tout bouleverser. Et Stéphane Alix a pensé à l'époque qu'il fallait créer un lieu pour écouter ces gens, ce qui a été aussi le cas de Myriam Belmire, la fondatrice du Sérofrance, qui est une habituée elle-même. Elle est informaticienne de métier, elle est scientifique, et il lui est arrivé quelque chose qu'elle ne pouvait pas classer, voilà. Et elle a eu la chance de rencontrer les gens de l'INRES à ce moment-là qui l'ont aidé à créer le Sérofrance et qui ont délégué des psychologues cliniciens pour venir nous encadrer, nous aider et surtout nous passer des tests pour savoir si on était un peu fou ou pas. Parce que ça, au départ, on passe une batterie de tests pour juger du type de pathologie dont nous pourrions être porteurs. Et il n'y a que si, à l'issue de ces tests, le thérapeute, enfin le spécialiste dit qu'on ne présente aucun des signes connus et identifiables qu'on commence à pouvoir donner ce témoignage. Et croyez-moi, les témoignages sont impressionnants. On m'a dit que souvent les abductés faisaient partie du groupe sanguin A ou AB. AB, oui, c'est mon cas, oui. AB, c'est mon AB, oui. Ah oui, oui, d'accord. C'était Gilles, bon. Gilles, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Tiens, l'heure s'avance, chers amis. C'est passionnant, mais l'heure s'avance. Oui, ça fait 1h22 d'enregistrement, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Une dernière question à l'époque, une dernière pour la route. Non? C'est bon? Vous n'avez plus de questions, c'est super, c'est bon? Claude? Non, c'est très bien. Je pense que 1h22, c'est déjà très très bien. Pour ceux qui vont réécouter, ça fait quand même beaucoup de temps. Non, c'est parfait. Merci beaucoup à toi, Anna.